Connaissez-vous la légende des fantômes sans tête? Ces deux âmes perdues marcheraient le long de la vallée du Havre. Meurtries et tourmentées, elles continueraient de hanter, depuis 500 ans, l'ancienne forteresse de Vieillecourt. Mais alors qui sont-ils? Pourquoi et comment continuent-ils à susciter une telle curiosité? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Nous nous trouvons, ici même, au pied d'une ancienne bâtisse du XIVe siècle située à Houdon. La légende que nous nous apprêtons à vous conter est directement liée à ce château. En effet, celui-ci va être le théâtre de nombreux événements dramatiques qui, encore maintenant, continuent de nourrir la légende des fantômes sans tête. Mais avant de vous raconter cette légende, rappelons l'histoire même du lieu. La construction de ce château a été achevée en 1392 sous les ordres de Alain de Malétroit, avec l'autorisation en 1385 du duc de Bretagne Jean IV, qui a ordonné auparavant la destruction de l'ancienne forteresse de Vieillecourt, située à 2 km du château actuel. Il faut signaler qu'à cette époque, les ducs de Bretagne étaient souvent confrontés à la puissance de leur seigneur, d'où la volonté de Jean IV de ne pas voir la puissante famille de Malétroit posséder deux forteresses sur un même territoire. Alain de Malétroit décide de bâtir son château sur les ruines d'une ancienne forteresse du XIe siècle, dont il reste des pans de murs intégrés dans les enceintes du château. Cette forteresse a été elle-même érigée sur une autre forteresse encore plus ancienne, construite en 843 par Alain Barbetorte, nommée ainsi en référence à sa barbe frisée, pour faire face aux invasions normandes. Cet emplacement face à la Loire, qui servait de frontière entre le duché de Bretagne et la France, est donc resté pendant plusieurs siècles un lieu stratégique primordial. En cherchant l'étymologie du mot Houdon, nous avons été surpris de constater que celle-ci venait du celte Uld, qui signifie la rivière, et de Dun, qui signifie la forteresse. Les Romains garderont cette origine en nommant la cité Uldonium, qui se transformera en Houdon dès le Moyen-Âge. Contrairement à la croyance populaire, le principe d'un château n'est pas simplement de défendre. Il peut aussi servir de résidence pour ses occupants. Le château de Houdon servait à la fois de défense d'un lieu stratégique et de résidence seigneuriale pour la famille de Malétroit. Pour exemple, le donjon qui, normalement, sert de tour de guet, est orné de motifs tréflés que l'on retrouve dans les résidences royales qui bordent la Loire. Ce château-résidence va appartenir pendant plusieurs décennies aux descendants d'Alain Malétroit, dont certains seront illustres, tels que Jean de Malétroit, mort à la défaite française d'Azincourt en 1415. Par contre, d'autres vont s'illustrer de manière moins conventionnelle dans le domaine de la criminalité. Julien et Jean de Malétroit, à ne pas confondre avec celui cité précédemment, sont deux frères, dont la destinée va servir de fondement à la légende des fantômes sans tête. En effet, ces deux frères menaient une vie particulièrement luxueuse, que ce soit dans les apparences vestimentaires, les banquets, les bijoux ou autres marques de richesse. N'arrivant plus à subvenir à leurs dépenses excessives, les frères, dont l'origine noble leur interdisait toute forme de travail et de métier, vont décider d'imposer aux mariniers de la Loire des taxes supplémentaires.
Malgré l'argent accumulé, les deux frères ne réussiront pas à combler toutes leurs dettes. En pleine difficulté financière, Jean et Julien vont décider d'utiliser des moyens plus radicaux. Ils ont alors l'idée d'installer un atelier clandestin dans l'optique de fabriquer leur propre monnaie et de devenir ainsi de faux monnayeurs. Quoi de mieux qu'une vieille grotte à l'abri des regards pour établir son repère? Cette grotte, située sur les berges de la Loire, est d'ailleurs encore visible de nos jours. Pour renforcer leur stratagème, ils vont inviter un faux ermite à venir s'installer dans la grotte sous prétexte de vie pieuse et de prières adressées au Seigneur, en totale contradiction avec leurs activités. Pendant des mois, se croyant protégés par la bonne organisation de leur trafic, les deux frères vont accumuler un véritable trésor. Comme pour toute activité clandestine, le risque principal est de se faire repérer. Et c'est ce qu'il va arriver. Un meunier qui travaillait dans son moulin situé sur l'autre rive de la Loire voit toutes les nuits des lueurs de torches, des mouvements incessants et entend des bruits sourds continuels, ce qui fait beaucoup d'activités pour un seul ermite. Intrigué par ces événements, le meunier décide d'en faire part aux gens d'armes, c'est-à-dire les gens armés pour maintenir la paix publique. Les autorités locales vont donc mener de nombreuses investigations et remonter rapidement la filière jusqu'aux frères de Malétroit. Contre toute attente, Jean et Julien ne vont pas nier leurs agissements, mais refusent catégoriquement de se faire arrêter en raison de leurs origines nobles et illustres. Devant l'intransigeance des autorités, les deux frères sont contraints de fuir à Nantes, la ville la plus proche, pour se fondre de façon anonyme dans la masse. Ils passent alors du statut de noble à celui de criminel en fuite. Poursuivis par le seigneur Musponhus, qui a pour mission de les intercepter, les deux frères, au cours de l'altercation, vont le blesser mortellement et commettre de ce fait l'irréparable. Conscients de l'acte commis, complètement paniqués devant le corps sans vie du Seigneur, ils n'ont d'autre choix que de s'enfuir une nouvelle fois et décident de retourner dans leur château à Houdon. Alors, tous ces événements se déroulent durant l'année 1526. À ce moment-là, François Ier, roi de France, étant de passage dans la ville de Nantes, apprend l'affaire des Malétroit. Pour la petite histoire, il est important de signaler que François Ier était dans une situation très compliquée à cette époque. En effet, 2 ans auparavant, sa femme meurt à la suite de son 7e accouchement à l'âge de 25 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, son rêve de conquête d'Italie tourne au désastre. En 1525, non seulement il perd la bataille de Pavie, mais il est fait prisonnier et emmené en Espagne pour être incarcéré pendant 11 mois, où il va être libéré à condition de donner en otage 2 de ses fils, dont l'un y restera pendant 14 ans. À son retour, il retrouve les caisses de l'État complètement vides et une situation économique catastrophique. Cette affaire de fausse monnaie contrarie fortement le roi qui n'est pas, vu la situation, enclin à se montrer particulièrement clément envers les Malétroit. Il demande donc au duc d'Étampes d'organiser le siège du château où se sont réfugiés les deux frères. Après quelques jours de siège, les frères se rendent et sont immédiatement envoyés à Nantes pour y être emprisonnés dans les geôles du Bouffay. Ce sera durant l'automne 1526 que Jean et Julien de Malétroit seront décapités place du Bouffay à l'aide d'une épée à 2 mains sur ordre de Guillaume l'Huillier, le commissaire du roi. Ainsi naquit la légende des fantômes sans tête. Selon certains témoignages, l'histoire des deux frères ne s'est pas arrêtée à l'automne 1526. L'argent qu'ils avaient réussi à fabriquer s'est retrouvé dispersé dans plusieurs endroits dont on ignore totalement l'emplacement, mais
Ce qui est sûr, c'est que les deux frères, même après la mort, chercheraient encore et encore leur trésor. Concernant leur château, celui-ci sera par la suite réquisitionné et vendu à des grands noms de la noblesse française. Et si les Celtes avaient raison? Des lieux particuliers propices à la rencontre de l'autre monde existeraient-ils? Les deux frères seraient-ils en train de errer le long de la vallée du Havre? Se retrouveraient-ils vraiment face à face sur un ancien pont de pierre que l'on peut d'ailleurs encore voir maintenant, durant les nuits sans lune, pour se quereller au sujet de leur trésor? Jusqu'où sommes-nous capables d'interpréter les phénomènes que nous jugeons surnaturels? Légende et réalité ne sont-elles pas deux dimensions différentes qui se côtoient et se superposent? Peut-on, sans problème et sans difficulté, voyager de l'une à l'autre? Autant de questions auxquelles le réel ne peut nous donner des réponses, contrairement à l'imaginaire.